Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, était de passage dans Charlevoix à l'occasion du Jour de la Terre, le 22 avril dernier, pour présenter les grandes orientations de son parti en matière d'environnement. Il promet de défendre la souveraineté environnementale du Québec. Nous allons donc déposer un projet de loi qui est conforme à notre programme électoral depuis longtemps, qui protège ce qu'on appelle la souveraineté environnementale, c'est-à-dire la primauté juridictionnelle des règles et des lois québécoises en matière d'environnement. Ça veut dire que s'il y a une mesure fédérale qui est différente ou qui va à l'encontre de ce que sont les priorités québécoises en matière d'environnement, à titre d'exemple la bourse du carbone, bien, les lois du Québec auront préséance. Deuxième mesure, évidemment, pas de pipeline dans cette mesure-là. Deuxième mesure, une loi de non-irrigation qui est très soutenue dans les milieux environnementaux. C'est-à-dire qu'on est rendu à un certain point, pas du tout assez loin, là. On est rendu à un certain point dans la mise en place de mesures pour préserver l'environnement. Et là, on voit venir des mesures qui vont nous faire reculer. Une loi de non-régression interdit un recul en matière environnementale. Un test climat, une espèce de mesure transversale à travers l'appareil de l'État pour que chaque décision qui est prise soit passée par le filtre sous la lorgnette de l'accord de Paris. Après tout, on est signataire de l'accord de Paris. Ça sert à quoi de signer des traités si on ne fait même pas un peu semblant de vouloir les respecter, puis qu'on dit on va continuer à générer du cash à court terme et les générations futures, vos enfants, vos petits-enfants et les jeunes, vous allez payer pour ça. Et enfin, évidemment, le secteur pétrolier a fait 20 milliards de profits en 2024 et généré 53 milliards en pollution. Nous, on paye le 53 milliards, eux empochent le 20 milliards. Il faut au moins mettre un terme total à toute forme d'aide publique à l'État, de l'État canadien aux sociétés pétrolières et gazières. Tout en reconnaissant que les grands enjeux environnementaux sont des questions d'ordre national et international, le chef du Bloc québécois souligne que la région de Charlevoix a des enjeux particuliers. C'est dur de dire que les enjeux climatiques sont spécifiques à Charlevoix, mais il y a des déclinaisons. Je crois me souvenir, et je suis allé plusieurs fois moi-même voir les dommages causés à Charlevoix par le coup d'eau. La fréquence de ce genre d'événements, la gravité de ce genre d'événements va aller en augmentant. Et ça va être vrai dans Charlevoix, mais ça va être vrai dans Drummond, puis ça va être vrai dans Châteauguay, puis ça va être vrai à Chicoutimi. Mais l'ensemble de la planète va subir de plus en plus des dommages, puis c'est tout le monde sur la planète. Donc, que nos projets de loi, d'ailleurs, s'appliquent partout au Canada, je n'attendrai pas de lettre de remerciement, mais ça serait une maudite bonne idée. Sur la question des compensations attendues du gouvernement fédéral, suite aux inondations du 1er mai 2023, le chef du Bloc est catégorique. Je suis venu moi-même avec le maire de Baie-Saint-Paul demander les compensations. Donc, je l'ai fait. Je vais continuer à le faire. Il y a beaucoup d'enjeux économiques dans Charlevoix. Il y a cet enjeu-là qui est clair. Il y a l'enjeu de la main-d'œuvre étrangère temporaire. Il y a l'enjeu de Agri-Région pour le monde agricole. Il y a l'enjeu du soutien au tourisme avec des projets extrêmement attrayants pour la région. Il y a beaucoup d'enjeux économiques dans la région ici. Je prétends qu'on les a pas mal abordés et n'ayez aucun doute qu'on va continuer. Il se passe beaucoup de choses à Petite-Rivière-Saint-François et j'ai le plaisir d'en parler avec le maire Jean-Guy Bouchard qui nous visite. Monsieur Bouchard, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Bouchard, plusieurs thèmes d'actualité. On va commencer par le premier. Là, parlons de Réseau Charlevoix. Oui. Réseau Charlevoix, vous êtes parmi les rares municipalités là, qui avaient décidé de contribuer à Réseau. Mais il y a toutes sortes de conditions qui sont liées au soutien que la Ville veut apporter à Réseau Charlevoix. Pourriez-vous nous présenter les conditions que vous avez mises en place? Bien, écoutez, c'est un projet pilote qu'on a initié quand on a accepté la contribution demandée. D'abord, la contribution devait être plus haute. Oui, une contribution de... Oui, c'était de 25 000 à l'époque. Fait qu'on a regardé ce qu'on pouvait faire pour le démarrage de tout ça. Et bon, on se disait, si on donne un peu plus, pas nécessairement donner 25 000, est-ce qu'on pourrait entrer dans un projet pilote, plus que le plan de relance précisait que de plus en plus, on faisait des virages
pour un transport collectif. Ça pouvait s'intégrer graduellement. C'était pas nécessairement pour la première année, mais nous autres, on y voyait rien de faire un projet entre Petite-Rivière et Baie-Saint-Paul pour les citoyens qui veulent soit faire un tour à Baie-Saint-Paul et y revenir avec le train puis débarquer à Petite-Rivière. Donc, que le train fasse un peu de transport en commun. Oui, c'est ça. Puis, on ne nous a pas fermé la porte. On a dit on est intéressé à avoir une proposition. Fait qu'on l'a fait comme ça. Fait que là, le fait qu'on a fait une ouverture, ça fait qu'on trouve ça intéressant. Fait que là, ça va être peut-être le premier projet qui va être initié. Parce qu'on le sait. Est-ce que votre contribution est conditionnelle au fait c'est sûr, à un moment donné, on dit qu'on souhaiterait ça parce qu'il y avait des places disponibles. Moi, les citoyens peuvent-ils, ne serait-ce que faire un tour de train, aller se balader, passer la journée à Baie-Saint-Paul et revenir dans la même journée parce que sensiblement, si ça fonctionne, juste un train par jour, fait qu'il doit peut-être descendre dans l'avant-midi puis remonter en après-midi. Ça peut-être une belle occasion pour les citoyens de pouvoir se balader en train entre Petite-Rivière et Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'on vous a dit à quel moment on vous reviendrait avec une réponse là, à votre proposition? Est-ce que vous savez à quel moment? Tout le monde dit le train s'en vient, le train s'en vient. Là, on entend beaucoup parler. Ouais. Est-ce que vous savez à quel moment vous allez connaître là, si votre proposition... Écoutez, on n'a pas demandé une date précise pour savoir à quel moment, parce que le projet était initié dans un plan de relance et ce qu'ils disons, c'est l'attente des partenaires qui étaient regroupés puis à laquelle il avait demandé des argents pour que le projet se réalise. Moi, j'ai toujours pas la certitude que le train va marcher. J'ai confiance que le train venir à démarrer pour cette année. C'est une opération d'1 an, c'est un plan de relance. Puis les propositions qui sont là sont intéressantes. Il y a eu beaucoup de coupes de fait dans l'opération. Fait qu'on pense que le projet mérite finalement d'être relancé pour cette année. Et fait que nous, on serait heureux de savoir que oui, ils acceptent notre demande. Mais c'est sûr qu'on l'avait mis comme condition projet pilote. Voilà. À suivre là-dessus. Parlez-moi de vos bâtiments municipaux. Vous avez reçu cette semaine, la députée l'a annoncé au nom de la ministre, 102 000 $ pour rénover des bâtiments municipaux à Petite-Rivière. Cette subvention va servir à quoi? Bien, écoutez, les subventions pour 102 000 c'est pas nécessairement assez ça, c'est pour des projets de restauration comme l'édifice municipal et ainsi de suite. C'est pas avec ça que vous allez faire un nouvel hôtel de ville? Non, mais ça, l'hôtel de ville, on est le programme Précime, à laquelle, là, maintenant, on avait dit oui pour la caserne, le garage au sommet, dans le secteur du parc entrepreneurial. Ça, c'est un projet qui est déjà réglé, les conditions de financement sont attachées. Et le chalet, la caserne de pompiers en haut va être construite? Les appels d'offres vont partir d'ici quelques semaines, parce qu'on était prêt depuis déjà presque 6 semaines. Mais il faut attendre le feu vert des affaires municipales qu'elles géraient le programme pour dire vraiment dans une lancée d'appels d'offres sur le marché public. Maintenant, on a eu l'acceptation. D'ici 5 ou 6 semaines, ça va être sur le marché public, les SAO. Maintenant, vous construisez dans le secteur de la Martine, en haut des côtes, une nouvelle caserne de pompiers. Caserne du garage, c'est le garage, puis une porte pour entreposer un camion incendie, qui est un nouveau camion qu'on a acheté l'année dernière, qui va être entreposé pour avoir une force de frappe plus rapide. Tout ça arrive au moment même où les municipalités, la MRC, proposent de confier la gestion des services incendie à la ville de Baie-Saint-Paul. Comment ça réagit du côté des pompiers de Petite-Rivière? Nous autres, l'attente était un peu... C'est sûr que je n'étais pas enthousiaste quand ils ont reçu un peu la conclusion du rapport, mais on trouvait ça intéressant. Il y a des choses intéressantes là-dessus. Ce qu'on s'est engagé, nous, on va aller voir, finalement, qu'est-ce que ça va donner comme approche. Et il y a des choses peut-être qui nous intéressent plus, il y a des choses qui nous intéressent moins. Ça va faire l'objet peut-être d'une négociation ou des discussions à travers le projet. Qu'est-ce qui vous intéresse plus? Qu'est-ce qui vous intéresse moins? Bien, écoutez, là, à ce moment-là, c'est difficile de mettre ça public actuellement, parce qu'on va se faire à l'interne de savoir qui peut faire quoi, qui peut... Mais ça vient de vos pompiers ou ça vient de l'administration municipale? Bien, c'était dans l'ensemble. Les pompiers aussi souhaitaient que le service soit bien tenu, que la caserne reste ouverte. On a des bureaux aussi disponibles à l'intérieur de notre caserne de pompiers. Fait qu'il y a toutes des situations dans lesquelles on peut voir au niveau des coûts. Et il y a tout le cadre de financement qu'on veut aussi discuter. Fait que, à ce moment-là... On a l'impression dans le dossier des pompiers qu'avec une gestion centralisée, on va se retrouver avec beaucoup de chefs de pompiers. Par rapport à ça, est-ce que ça cause problème? Bien, pour le moment, je n'ai pas la conclusion de chacun. Pour nous autres, c'est le genre de discussion qu'on veut faire au niveau des coûts d'opération. Ça, pour le moment, moins de chefs, coûte moins cher. Bien, écoute, il faut voir aussi comment ça va coûter pour nous, en ce qui concerne. Là. Et ça sera l'objet des discussions à un moment. Au moment, c'est trop tôt. À ce moment, vous ne savez pas si la proposition de la ville de Baie-Saint-Paul va vous coûter moins cher que ce que ça vous coûte gérer votre propre système? Bien, écoutez, on sait que les systèmes incendies tels qu'on les connaît
partenaires, chaque année, il faut réinvestir tout le temps. Oui. Et principalement, nous, à Petite-Rivière, le fait que géographiquement, notre village est un peu situé dans une situation géographique plus excentrée, on pourrait dire. Oui. Ben voilà, ça fait qu'à un moment donné, on a déjà, depuis les dernières années, investi pas mal dans l'achat de camions. Et entre autres, on a bâti une caserne il y a quand même déjà plusieurs années. Nous, quand même assez bien équipés. Et bien là, on vient de racheter un 3e camion pour... Ça coûte combien un gros camion comme ça? Ah, ça coûte entre 600 et 700 000. Puis si on parle des camions échelle, c'est 1 million et plus. Là. À l'époque, on nous parlait d'un camion échelle, mais là, on a une entente déjà avec Baie-Saint-Paul, dans une entente automatique, à laquelle, s'il fallait, puis comparativement, c'est parce que c'est le CLUMED nous oblige un peu à avoir cette structure-là. C'est le seul bâtiment qui requiert un camion échelle. Exactement. Puis on n'était pas intéressé d'en acquérir un, mais d'avoir une force de frappe plus grande pour ceux qui sont situés en montagne. On trouve ça important d'aller dans un modèle de camion de transporteur d'eau. C'est ce qu'on a actuellement dans l'acquisition. Et maintenant, est-ce que dans le futur, on sera peut-être obligé d'en acquérir un? Parce qu'on sait que la camion échelle de Baie-Saint-Paul à la Petite-Rivière, c'est encore au moins un 30 minutes, parce qu'il faut descendre les côtes, puis le CLUMED est en bas. Fait que là, pour le moment, c'est pas nécessaire. Fait qu'on va y aller avec ça. Et on a constamment investi dans l'équipement pompier pour que la formation, et il reste encore beaucoup d'écart dans la formation pour arriver dans une formation, finalement, qui donne la même qualité de formation à tout le monde là, au niveau de la région. Toutes les municipalités, des fois, les pompiers ne prennent pas nécessairement de première importance de la formation à niveau, parce que le gouvernement a des normes de plus en plus sévères dans le cas des forces de frappe. Fait qu'on exige que les pompiers soient à haut niveau à ce niveau-là. Vos pompiers volontaires, Nos pompiers volontaires, mais là, maintenant, ils sont moins volontaires parce qu'il y a des contributions. On a augmenté finalement leur participation lors de notre force de frappe. Et je pense que c'est raisonnable aussi, mais ils sont quand même volontaires pour d'autres besoins. En cas de sécurité, dans le cas des grandes activités, souvent, on peut référer à nos pompiers. On peut dire maintenant pompiers volontaires parce que sur appel. Oui, bien voilà. Puis après ça, des parce que quand ils sont appelés, ils sont salariés. Oui, puis service de garde des fins de semaine. Quelqu'un qui a un pagette, il arrive quelque chose. Il ne peut pas seulement être bénévole pendant 3 jours de temps. Fait que ça, c'est des choses qu'on a réglées. La question, donc, des pompiers, on sait là, que la proposition est déposée, mais ça va se discuter là, tout au long de l'automne pour finalement arriver à une solution d'ici la fin de l'année, quand même. Bien, en tout cas, on pense... le souhait, c'est, pour la MRC, c'est que ce soit le plus rapidement possible, mais nous, on veut prendre le temps de bien faire les choses, puis on veut s'assurer, qu'à un moment donné, que tout le monde trouve son compte là-dessus. Monsieur le maire, on apprend également que la Ville vient de suspendre son programme incitatif d'établissement à Petite-Rivière-Saint-François. Oui. Lors de sa création en 2017, il y avait un enjeu qui était là, qui était de dire, ça nous prend des familles parce que l'école va fermer. Oui. C'était une des justifications à l'époque, lorsqu'on a mis en place ce logement-là, ce programme-là. Maintenant qu'on enlève le programme, est-ce que ça veut dire qu'il y a suffisamment d'enfants pour ne pas s'inquiéter de l'avenir de l'école à Petite-Rivière? Donc, les enjeux étaient plus grands que ça. Au niveau des enfants, oui, c'était un élément, mais c'est ça aussi, d'avoir un impact sur le développement économique avec les constructions résidentielles. Ça a donné quand même un impact assez important dans des cas de contribution. Maintenant, la structure de ces cadres de programme-là a changé au niveau du gouvernement. Oui. Fait qu'il faut revoir la formule dans son entièreté. Fait qu'on en est là. C'est pour ça qu'on a suspendu le modèle qui est là actuellement. Puis rappelons-le, là, c'était exemption de taxes pour les gens qui venaient s'établir, qui achetaient à Petite-Rivière-Saint-François. Exactement. Puis exemption de taxes également pour les gens qui construisaient. Voilà, ce modèle-là. Mais il fallait être résident. Oui, et là, le modèle concernant le ministère des Affaires municipales, le programme a changé, modifié. Fait qu'il faut voir comment est-ce qu'on peut ajuster pour qu'on ait peut-être, là, un modèle qui pourrait s'apparenter à ça, mais pas dans l'échange du compte de taxes, il y a peut-être d'autres formules. Mais ça va être à définir. C'est pour ça qu'on l'a arrêté pour le moment, le temps de revoir comment est-ce qu'on pourrait tourner au niveau d'une nouvelle proposition. Mais je me ramène à ma première question, là. Est-ce que, quand même, on craint encore pour l'avenir de l'école primaire? Y a-t-il assez d'enfants à Petite-Rivière pour l'école primaire? Je vous dirais que ça va très, très, très bien. Pour moi, par rapport à mon travail, là, on avait 72 enfants dans mon riche. Je n'avais jamais vu ça encore. Là. Puis je veux dire qu'il y a encore de l'intérêt pour d'autres places. Vous avez 72 enfants du primaire dans votre autobus? Oui, moi, quand j'ai quitté... Tous les matins. Quand j'ai quitté, en 2009, là, il y avait 35-40 élèves. Là. Fait que là, on en a 72. Ça veut dire que là, il y a tout l'aspect de l'immigration aussi. Puis des gens qui viennent travailler au CLUMED, ça a donné un essor pour les travailleurs. Ça fait que les gens
plus Puis là, vous avez le cœur villageois qui va se mettre en branle officiellement là, avec la coopérative d'habitation. Ben voilà, avec le projet Habitation. Parce qu'on sait quand est-ce qu'on va pelleter un peu, on va commencer C'est commencé déjà depuis 3 semaines. La construction est commencée pour les 20 logements. C'est ça. Puis on veut regarder, on est pour se trouver un local aussi pour relancer la garderie parce qu'on a dû l'abandonner à cause de la problématique de l'église. Oui. Le local ne convenait plus. Et ben là, on se disait, on n'a pas de local communautaire, mais on essaie de voir comment est-ce qu'on peut trouver une façon de l'implanter un à travers de ces immeubles-là. Il n'y a rien de réglé, c'est juste des discussions de base. Il n'y a pas de place à l'école? Ben non, l'école, déjà, ses services, déjà, ils ont déjà beaucoup d'enfants. Okay. Ils n'ont pas le service qui pourrait être attiré pour avoir une garderie permanente. Ce qu'ils ont à l'école, c'est un service de garde pour le service de garde. Puis le soir, en attendant que les parents finissent de je comprends que l'école est 100 occupée. Oui. Oui. OK, oui, donc oui, pas de local disponible. C'est pour ça qu'on avait un projet avec l'école de Petite-Rivière, dans le cas du campus. Là. Ouais. Ça, c'est un projet qui a été mis sur pause par le gouvernement du Québec, mais on nous a dit que possiblement, pause, ça ne veut pas nécessairement dire que le projet soit arrêté. C'est juste à un moment donné. Est-ce que c'est la même chose pour le parc du 350e? Où vous attendiez des contributions du gouvernement fédéral pour aller de l'avant, ou est-ce qu'il y a des travaux qui vont se faire là, tels que vous le voulez pour souligner le 350e? Non, mais il y avait déjà des travaux prévus pour le parc des Riverains, pour rendre le parc des Riverains encore plus accessible, puis mieux organisé dans le cas des services. Puis avec les fêtes 350e, on en rajoute un peu à l'intérieur des budgets municipaux. Et non, ce n'est pas nécessairement une condition inéquilibre, parce que le secteur du parc des Riverains est déjà bien aménagé. L'édifice municipal déjà permet de faire des choses. Le domaine allégorie est déjà là parce qu'il y a des activités prévues dans tous ces milieux-là. Fait que déjà là, on était assez bien équipés, mais de bonifier encore l'accès au parc des Riverains par le monde du spectacle, des scènes d'extérieur plus grandes, mieux organisées. Bien, ça, là-dessus, avec les commanditaires, nous, on est capable de faire des choses plus intéressantes. Oui, et vous allez le faire cet été parce que vous annoncez des nouveaux spectacles encore là, pour la programmation. Parlez-nous un peu de ce qu'on va avoir en spectacle à Petite-Rivière cet été. Ben, moi, je veux dire que là, je viens de voir justement, c'est tout chaud encore, c'est la programmation qui est établie sur papier avec le mot du maire, Petite-Rivière. Puis là, on a la grande fête qui est prévue pour le 24-25 de mai avec Yves Lambert, que tout le monde connaît, qui est maintenant... Ex-bottine souriante. Ex-bottine souriante, avec tout un groupe de panoplie. Puis on a notre présidente d'honneur, Mme Guylaine Tremblay, qui va être présente, avec d'autres animations, Winston McQuaid qui a été annoncé aussi, puis les vilains pingouins, je pense, là. C'est ça, les vilains pingouins. Il n'y a pas tout ça dans le cœur. Après ça, on a une panoplie d'événements qui va se succéder pendant tout l'été. Oui, ça n'arrêtera pas. Tout l'été, ça fait que, écoutez, on va s'amuser à plein cet été. Il reste qu'à avoir du soleil quelquefois qu'on va avoir des événements, mais des fois, on est chanceux, mais je fais ça en farce, mais ça va être magnifique. On demande aux gens de participer et on invite toute la région de Charlevoix aussi, parce que là, ils pourraient peut-être prendre l'aventure de train entre Baie-Saint-Paul et venir faire un tour dans les événements de soirée. Bien, pourquoi pas, M. le maire? Alors, je vous souhaite un joyeux 350. Merci beaucoup. Merci. OK. Tourisme Charlevoix a récemment organisé son sommet annuel du tourisme au domaine Forget de Saint-Irénée. C'est l'aboutissement d'une autre belle année 2024. Encore une centaine de participants là qui sont là pour souligner un peu là, tout ce qui a été bien fait. Des nouveaux participants aussi. Puis je pense que le thème aussi de la valeur de notre industrie témoigne de l'importance que les gens accordent à ce secteur-là. L'événement a permis de faire le récapitulatif des réussites de l'association pour l'année 2024. D'abord, je pense qu'encore une fois, on a présenté une nouvelle identité de marque. On a présenté un nouveau site web. Il y a plus d'1,7 million aussi en investissement marketing qui représente plus de 4 millions en valeur média. Au niveau des rencontres tourisme-innovation, on a été très, très, très dynamique encore avec 4 rencontres avec 150 participants. Tout le reste, je pense que nos efforts aussi en développement durable sont toujours aussi porteurs, toujours aussi présents. La moyenne des prix pour les chambres hôtelières de la région a diminué en 2024 par rapport à l'année précédente. Michel Dion estime que cette réalité s'inscrit dans le contexte économique actuel. Il faut se remettre un peu dans le contexte de la début d'année 2024. Donc, on parlait beaucoup d'inflation, les gens fallait se serrer un peu financièrement, puis tous ces éléments-là. Donc, les hôteliers
Puis d'autres produits ont beaucoup des tarifications dynamiques, donc ils s'adaptent un peu au contexte. Donc, sachant que les gens allaient peut-être couper sur les budgets discrétionnaires de voyage, bien, ils adaptent les prix moyens. Mais c'est sûr que le prix moyen, on parle toujours des 4 unités et plus. Après ça, bien, quand on regarde les Airbnb puis tout l'hébergement commercial comme ça, bien, là, on voit des taux moyens qui sont beaucoup plus élevés vu que c'est souvent des maisons puis des choses comme ça. Donc, ça ne fait pas nécessairement le portrait juste, mais je pense que les entreprises s'adaptent. Puis là, bien, on commence à voir justement en ce moment que les gens rehaussent le prix moyen. Donc, ils s'adaptent vraiment selon le contexte. Au cours de la prochaine année, l'Association touristique envisage de démarrer différents projets, notamment la consolidation de ses communications avec les visiteurs de passage dans la région. Au niveau de l'accueil, bien, il y a tout le Allô Charlevoix qu'on a présenté ce matin là, qui vise à avoir une conversation en tout temps avec le visiteur avant, pendant et après le séjour. Mais aussi tout le volet développement durable. Donc, on veut lancer notre nouveau fonds d'appui à la certification éco-responsable qui va aider les entreprises dans le virage en développement durable. Donc, ça, je trouve ça important. On va poursuivre nos rencontres tourisme, innovation aussi. Donc, ça fait quand même beaucoup de chantiers, si je peux dire, notre nouvelle ressource en transition climatique. Donc, je pense vraiment que l'année 2025 va être très riche en projets. Le directeur général indique que les efforts de son organisation en matière d'éco-responsabilité s'ancrent dans des pratiques concrètes au cœur de Charlevoix. Je dirais que c'est notre plus grande peur, là, le greenwashing, parce que il n'y a rien de plus dommageable pour une destination que se prétendre quelque chose qu'ils ne sont pas. Donc nous, je vous dirais que tout ce qui est certification, on s'intéresse à ça plus pour le processus que la finalité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un plan de match, qu'on avance collectivement, puis d'accompagner nos entreprises. S'il y a une certification au bout de ça, tant mieux, mais il faut le faire avant tout pour la démarche, puis ça, je pense que ça va nous éviter d'être dans le greenwashing. Tourisme Charlevoix pourra également compter sur un conseil d'administration qui s'inscrit dans la continuité pour débuter la nouvelle saison touristique. On a deux nouveaux administrateurs, donc Mme Wilkinson qui représente le Germain ainsi que M. Lepage-Gouin qui représente Attrait, Nature et Plein Air. Puis au niveau des officiers, donc président et ainsi que les deux vice-présidents et secrétaires trésoriers, on est dans la continuation de ce côté-là. Plus d'une centaine de personnes ont assisté à ce sommet annuel. Une prochaine édition est attendue en 2026. La ville de Baie-Saint-Paul a récemment renouvelé son plan d'action pour être reconnu comme village relais du Québec. Le maire Michael Pilote fait état des démarches qui ont été réalisées au cours des derniers mois par son administration. On était dans les premiers là, à être membre de la Fédération des villages relais. C'est quand même 45 villages relais qu'on dénote à travers tout le territoire québécois. Et c'est un rayonnement pour la ville de Baie-Saint-Paul d'être membre de cette fédération. C'est des options qu'on a de dire aux différentes personnes au Québec qu'on a des services chez nous à Baie-Saint-Paul. C'est du rayonnement supplémentaire, des publicités. Et notre plan d'action qu'on avait était, je vous dirais, un petit peu désuet puisque on ne l'avait pas mis à jour depuis plusieurs années, donc on s'est dit là, il faut quand même être à jour. On avait des commerces qui étaient mis en ligne, qui n'étaient plus en fonction. On avait différentes choses qui étaient annoncées, qui n'étaient tout simplement plus d'actualité. Donc, on a revu notre plan d'action à jour. La directrice générale de la Fédération des villages relais explique en quoi consiste le mandat de son organisation. En fait, notre année de fondation, c'est 2009, fait qu'on célèbre là, c'est cette année, depuis l'année passée, mais cette année particulièrement, nos 15 ans d'existence en tant que fédération qui regroupe les villages relais. Nous, on a commencé en 2009. Les villages relais ont démarré un petit peu avant, évidemment. Ça nous prenait des municipalités accréditées pour se réfléchir, se donner une association. Et puis, on est à l'accréditation de notre 50e village relais là, très bientôt. L'objectif de la fédération, c'était de mettre en place une structure pour les représenter, mais aussi assurer une promotion, on va dire, harmonisée, une promotion harmonisée pour l'ensemble du réseau.
on se donne comme 3 thèmes, si vous voulez. Là, on se dit qu'on accompagne, on promouvoit et on inspire l'ensemble du réseau. Madame Belle-Rose précise que les municipalités qui soumettent leur candidature pour devenir des villages relais doivent répondre à des exigences établies. Le premier critère, c'est être situé sur une route nationale stratégique, donc une route numérotée 100, comme la 138, 132, 112, 116, ou une route touristique. Donc, c'est les 2 éléments là, qui permettent d'être admissible dans un premier temps. Après, c'est de compter moins de 10 000 habitants et d'offrir évidemment les services de base qui sont l'essence, l'alimentation, un stationnement d'urgence, des toilettes aussi, des toilettes publiques et des bornes de recharge pour les véhicules électriques également. Le choix des villages membres n'est cependant pas laissé au hasard. Si on se réfère à la finalité ou en tout cas à l'objectif de Village Relais, c'est vraiment d'offrir des lieux d'arrêt sécuritaires aux usagers de la route à peu près aux 100 km. Donc, si c'est pas une ville d'importance, ça peut être un village relais à peu près aux heures, donc aux 100 km, aux 80 km, là, aux heures de route. Le maire de Baie-Saint-Paul rappelle que la ville répond positivement aux demandes qui lui permettent de bénéficier de ce statut. Pour être membre de la Fédération des villages relais, on se doit d'être en mesure d'offrir des services de base et il y a des services qui sont complémentaires. Lorsqu'on parle de services de base, on parle entre autres de postes d'essence qui sont ouverts de 7 h le matin à 21 h le soir. Ça, c'est correct pour Baie-Saint-Paul. On doit avoir des stationnements pour les véhicules légers. Donc, pas besoin de les énumérer. Il y a plusieurs stationnements du côté de Baie-Saint-Paul pour les véhicules légers. On en a aussi pour les camions lourds, avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Dans les dernières années, il y a un stationnement qui a été prévu là, où le poste de contrôle de la Société d'assurance automobile du Québec, là, Contrôle routier Québec, là, qui est près du camping Le Genévrier. Donc, il y a un aire de repos qui est aménagé à cet effet. On a un téléphone public également qui est du côté de l'hôtel Baie-Saint-Paul. Il y a des services d'hébergement. Et lorsqu'on regarde aussi, dans les services complémentaires, on a des épiceries, il y a un hôpital, il y a un CLSC. Donc, il y a plusieurs services qui font que Baie-Saint-Paul est un village relais au Québec. Monsieur Pilote laisse entendre que la Ville pourrait développer de nouveaux services et partenariats pour mieux répondre aux exigences de la Fédération. Pour les prochaines années, on a à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire aussi pour les campings, que je vous dirais, sur une courte durée. Des fois, un camping qui est clandestin, des fois, les gens appellent ça de cette façon. On a des campings qui sont régis par Camping Québec, comme le Genévrier ou encore le camping du Gouffre, mais des fois, les gens qui sont, avec l'expression, les van life, où doivent-ils aller? Donc, on a de la tolérance, des fois, dans certains endroits, mais ce n'est pas nécessairement permis à notre réglementation. Donc, c'est des réflexions qu'on aura à avoir dans les prochaines années. Pour mieux encadrer. Oui, pour mieux encadrer le tout. Là, comme je le mentionne, on permet des fois la chose, mais ce n'est pas nécessairement des visions que la Ville a. Donc, on devra s'asseoir, prendre le temps de réfléchir et de travailler avec les différents partenaires, puisqu'actuellement, on n'a plus d'entente avec aucune entreprise là, à Baie-Saint-Paul pour le programme Village Relais. Au dire du maire, les retombées potentielles qui sont associées à cette adhésion sont non négligeables. À chaque fois qu'on parle de Baie-Saint-Paul à l'extérieur de notre territoire, c'est des façons de multiplier la publicité, le rayonnement de notre municipalité. On a déjà, par Tourisme Charlevoix, par Destination Baie-Saint-Paul, par nos réseaux sociaux, tout ça, déjà de bons ambassadeurs, mais là, d'en ajouter de d'autres façons. Et c'est un programme qui est soutenu par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et tout le monde aussi connaît le programme Village Relais dans les différentes municipalités. Donc, de parler de Baie-Saint-Paul, encore une fois, c'est toujours des occasions qu'on vient saisir à chaque fois qu'elles se présentent à nous. Au-delà des services, nous, on s'affaire beaucoup à présenter, en fait, aux voyageurs, aux usagers de la route, qu'il n'y a pas... on peut s'arrêter pour un plein d'essence, mais aussi, si on connaît un peu ou si on apprend qu'est-ce qu'il y a à faire, on peut s'arrêter plus longtemps que pour un plein d'essence ou seulement pour se reposer. Donc, c'est certain qu'il y a tout ce volet-là. Et puis, chaque année, on organise un concours qu'on appelle le concours Inspiration et on invite les municipalités, les villages relais à nous présenter leurs réalisations. Puis, évidemment, ça touche beaucoup dans les axes. Ça touche beaucoup aussi le développement du volet touristique ou le développement de l'accueil autour de la municipalité qui est accréditée Village Relais. Pour en apprendre davantage sur les villages relais québécois, leurs services et leurs attraits touristiques respectifs, la population peut consulter le site officiel de la Fédération nationale.